Bismillah. Le lendemain matin, Lumina et Ninia rejoignirent Fodor dans la salle de l'auberge où ils avaient passé la nuit, endormis sur un coin de table. Quelques clients accoudés au comptoir saluèrent les deux jeunes filles au passage. Certainement qu'ils avaient participé au récital de la veille au soir. Bien dormi, Sanki Fodor? Lumina hocha la tête en s'asseyant à la table. Grâce à ton numéro de ménestrel d'hier soir, dit la jeune fille, nous connaissons les sentiments de la population envers Rancor. Mais nous ne sommes pas passés inaperçus. L'aubergiste approchait, un bol de lait à la main, et le posa devant Lumina. Exact, demoiselle, dit-il, la ville regorge d'espions à la solde de Rancor. Soyez plus prudents à l'extérieur. Fodor remercia l'homme pendant que Lumina buvait la boisson. Quand elle eut terminé, haussant la voix, elle s'adressa à la poignée d'habitués de la taverne. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait me dire où trouver Lausanne, le forgeron? La réaction fut immédiate et ostensible. Le silence se fit. Les visages se fermèrent. Les yeux se détournèrent. Eh bien, intervint Fodor d'une voix forte. L'après, il se retint à temps. Mon ami vous a posé une question. L'aubergiste s'approcha et répondit pour tous. Lausanne, ce nom est maudit dans la cité. Il y a quelque temps, ce damné de Willem a fait publier un décret. Lausanne doit forger une épée spéciale pour le régent. Le délai expire bientôt. Nul ne sait ce qu'a fait le forgeron. Mais chacun sait que pour chaque jour de retard, il y aura 10 exécutions parmi les Forlangiens. Lumina fut saisie d'épouvante. Voilà qui expliquait la fuite et la terreur de la population. Une épée. Rancor voulait une épée, mais pas n'importe laquelle. Une épée forgée par Lausanne. Une épée noble. Ainsi le tyran avait eu la même idée qu'elle. Lausanne, jadis, avait forgé l'épée noble de Krillen. Le roi l'avait nommée Walban. Son pommeau était unique au monde, gravé aux initiales du roi. C'était l'épée du pouvoir. Selon les rites, elle avait dû être jetée avec les cendres du roi dans les profondeurs du gouffre des Vaucluses, le gouffre le plus insondable des 1000 collines, afin d'aller vers son roi nourrir les profondeurs de la terre. Mais Lumina n'avait pas assisté à cette partie du rite. Elle avait déjà fui la cérémonie funéraire de son père pour échapper à Rancor qui voulait l'emprisonner. Walban avait donc disparu, et Rancor voulait une autre épée noble, forgée par Lausanne pour affirmer son pouvoir. Or Lumina était venue à Forlange pour la même raison. Où est le forgeron? Demanda Ninia. Là est bien le problème, gronda l'aubergiste. Lausanne a disparu. Disparu, s'inquiéta la princesse. Depuis quand? Très longtemps, répondit l'aubergiste. Je crois bien que c'était peu après la mort de notre bien-aimé roi Krillin. Certains pensent qu'il se cache, d'autres croient qu'il est prisonnier. Excusez-moi, on m'appelle. Princesse, avons-nous entrepris ce voyage pour une épée? Interrogea Ninia, dès que l'aubergiste s'éloigna. C'est une des raisons, confirma la jeune fille. Lausanne est un maître forgeron unique. Nul ne peut l'égaler. C'est exact, renchérit Fodor. Sa réputation a franchi les hautes montagnes, et même mon peuple. Les Myrmidons connaissent son habileté. Il est le seul à donner un tranchant sans pareil à une lame. De plus, l'épée est faite sur mesure. Elle s'adapte parfaitement à la main de son propriétaire. Sans la moindre imperfection, l'arme devient comme un prolongement du bras, équilibrée de façon à ne pouvoir être maniée efficacement que par une seule personne. Ninia écoutait bouche bée. Et surtout, reprit Lumina, c'est le symbole de la royauté. Nul ne peut prétendre gouverner les 1000 collines s'il ne porte une épée noble forgée par la lignée de forgerons dont Maître Lausanne est l'actuel représentant. Peut-on connaître l'autre raison de notre présence ici? Demanda Fodor. Messire Libero, déclara la princesse sans autre précision, comme si cette information suffisait à répondre à la question du maître d'armes. Puis, devant l'air étonné de ses amis, Messire Libero est le seigneur du territoire des météores. C'était un des fidèles du roi. Si je dois reconquérir les 1000 collines, c'est pas ici que je commencerai. C'est par ici que je commencerai. Sais-tu que mon maître, le commandant Willem, et le régent sont très mécontents de ton manque de coopération? Dit Born, avec un rictus cruel. L'homme à qui il s'adressait était emprisonné dans une geôle depuis des mois. Il avait été bien traité, bien nourri, et disposé d'un atelier. Dès le début, il avait refusé la proposition de Born. Fabriquer l'épée noble pour le régent en échange de sa liberté. Plusieurs mois de détention n'avaient en rien entamé sa détermination. Pas d'épée pour l'usurpateur. Les choses s'étaient précipitées depuis un mois environ. Chaque matin, l'envoyé de Rancor, accompagné de 2 ou 3 de ses sbires,
venait tourmenter et frapper maître Lausanne. Mais le forgeron était un vieillard robuste et obstiné. Les mauvais traitements n'avaient fait que renforcer sa résolution. Dans sa grande bonté, le capitaine Willem a décidé d'abandonner la manière forte. L'informa Bourne. Nous devons te garder en bonne forme pour fabriquer l'épée. Dommage, je commençais à prendre goût à nos récréations matinales. Mais ne te réjouis pas trop vite. Mon maître a trouvé un moyen bien plus efficace. Je te résume les décrets qui a été placardé sur les murs de la cité. Il est bref et précis. Maître Lausanne n'a plus que 15 jours pour fabriquer une épée. Chaque jour de retard coûtera la vie de 10 forlangiens. Vous n'allez pas faire ça. La décision t'appartient, forgeron. Les exécutions seront de ta responsabilité. J'ose à peine imaginer les réactions des habitants de la cité, ironisa Bourne. Réfléchis bien, il te reste 2 semaines. Maître Lausanne se prit la tête à 2 mains. Tant de fourberie et de cruauté de la part de Willem et Rancor l'anéantissaient. Que comptez-vous faire, princesse sanguinigne? Il faut que je voie messire Libro, et pour cela, je dois m'introduire au château. La citadelle doit être investie par les mercenaires, estima Fodor. L'entreprise paraît difficile et risquée. J'y ai réfléchi pendant le voyage. Entre deux de vos querelles, déclara Lumina, je crois avoir trouvé le moyen. Durant quelques heures, les 3 amis observèrent les allées et venues entre le château et le lavoir. Ce dernier était construit sur le cours d'un ruisseau, au pied d'une muraille. Toute la matinée, des servantes apportèrent le linge sale aux lavandières et remontèrent le linge propre au château. Pendant tout le temps que dura leur surveillance, Ninia harcela Lumina pour faire partie de l'expédition. Je ne tiens pas à te faire courir de risques, répliqua invariablement la princesse. Quel risque insista Ninia. C'est vous qu'on recherche, pas moi. C'est vous qui seriez en danger. Fodor hocha la tête en signe d'approbation. Depuis le début, il s'était montré réticent sur la manière d'entrer dans la place. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Lumina, répéta-t-il. Tu dis ça parce que tu ne seras pas de l'expédition, s'insurgea Ninia. À moins de te déguiser en donzelle, se moqua-t-elle. Ah, je paierai cher pour voir ça. Puis se tournant vers Lumina, je vous en prie, princesse, à 2, nous multiplions nos chances. Lumina finit par céder. Le lendemain matin, le maître d'armes accompagnait les 2 jeunes filles, habillées en servantes, aux abords du château. Chacune d'elles portait un panier de linge humide, comme si elles sortaient du lavoir. Elles se faufilèrent à la suite des servantes qui passaient le portail. Fodor les vit franchir l'entrée sans encombre, mais n'en fut pas soulagé pour autant. Le plus dur restait à faire. À l'autre bout de la cour intérieure, une matrone orientait les lingères dans diverses directions. Elle regarda dans le panier de Lumina, puis lui montra l'escalier derrière elle. Elle renouvela le manège avec Ninia. À l'office, dit-elle en désignant une autre direction. Lumina, qui s'était attardée sur les premières marches, eut un clin d'œil d'encouragement vers Ninia. Leur séparation avait été prévue. Il s'agissait maintenant pour chacune de trouver l'appartement du seigneur libre. Dès qu'elle trouva un recoin à l'abri des regards, la princesse se débarrassa du panier de linge. La jeune fille gravit un second escalier. Plusieurs années auparavant, elle avait séjourné dans ce même château, lors d'une visite du roi au territoire des météores. Ses souvenirs étaient un peu confus. Elle se laissa donc guider par son instinct. À une croisée de couloirs, elle aborda un mercenaire qui montait la carte. Je suis nouvelle, expliqua-t-elle d'une voix humble. Pourriez-vous m'indiquer les appartements de Messire Libro? L'homme d'armes daigna jeter un regard méprisant sur la jeune fille, puis d'un geste de la tête lui indiqua une porte, elle aussi sous bonne garde. Le maître a demandé une servante, déclara-t-elle au soldat en faction. Le garde ouvrit la porte et pénétra avec elle dans une sorte d'antichambre. Il frappa une porte et entra sans attendre la réponse. La domestique que vous avez réclamée, messire. Tête baissée, Lumina pénétra dans la pièce. À sa suite, messire Libro était assis derrière un bureau encombré de dossiers. D'un geste, il congédia le mercenaire. Je n'ai demandé personne, commença-t-il. D'ailleurs, tu n'as point l'allure d'une servante, remarqua-t-il, après un rapide coup d'œil à la jeune fille, qui s'était redressée. Ce serait plutôt de celle que l'on sert. En même temps qu'il prononçait ces derniers mots, il fronça les sourcils, une expression de stupéfaction se peignit sur ses traits. Lumina, est-ce vraiment vous, princesse? C'est vraiment moi, messire Libro. L'homme s'était levé et voulut s'agenouiller devant la princesse, mais elle l'en empêcha. Ils se firent face. Quand vous avez changé, Lumina, vous avez vieilli, mûri, disons.
et vous avez pris de l'assurance. Savez-vous que des rumeurs sinistres ont couru à votre sujet? Votre mort a été annoncée plusieurs fois, et je vous retrouve ici déguisée en servante. Lumina aussi détaillé Messire Libro. Elle avait reçu ses condoléances à la mort de Krillin, et aujourd'hui, 1 an après, l'homme n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait maigri et semblait avoir vieilli de 10 ans. Sa prestance et son autorité naturelle n'étaient plus que des souvenirs. C'est vous que je suis venu voir, déclara-t-elle pourtant. J'ai besoin de votre aide. Hélas, je ne puis vous être d'un grand secours. Depuis que Rancor a été nommé régent, mes soldats ont été désarmés et de maître, je suis devenu prisonnier de ce château. C'est Born, l'âme damnée du sinistre commandant Willem, qui dirige tout. Décidément, l'homme était brisé. Lumina se demandait quel supplice lui avait été infligé pour le soumettre à ce point. Vous avez de l'influence sur le fort Longien, vous pourriez. Messire Libro secoua la tête de gauche à droite et prit un air résigné. Rancor a tout prévu. Ma fille Clotilde est séquestrée dans une autre aile du château. Clotilde? Oh non, gémit Lumina. Elle a été confiée à la garde d'une nécromante, une dénommée Dame Carnelle, un monstre noir comme une chauve-souris qui ne laisse personne l'approcher. Ainsi, c'était cela qui avait anéanti ce père aimant. La fille de Libro avait à peu près l'âge de Lumina. Elles avaient sympathisé lors d'une visite à la capitale, et voilà qu'une disciple d'Arcanie avait mis l'emprise des dames noires sur elle. Un sentiment de découragement s'empara de la jeune fille. Rien ne se passait comme prévu. Rancor et Arcanie étouffaient toute forme de résistance. Si tous les seigneurs étaient aussi brisés que Libro, elle fit tout de même une tentative. Lausanne, le forgeron, a disparu. Savez-vous quelque chose à son sujet? Libro eut un geste d'impuissance. Je ne me déplace plus qu'avec une escorte de mercenaires. Depuis longtemps, j'ignore tout de ce qui se passe dans les météores. Je ne peux pas vous aider. Faites attention à vous, princesse, et je vous en prie, ne faites rien qui puisse nuire à Clotilde. Lumina hocha la tête. Elle prit congé en promettant de revenir dès que possible. Dans l'antichambre, elle s'appuya un instant contre le mur, abattue. Comment allait-elle retrouver le forgeron?